Quand même. Ils sont formidables, ces médecins juifs. Oh, papa. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste dit que le professeur Cohen était formidable. Non, non, t'as pas dit ça, non. T'as pas dit le professeur Cohen, t'as dit ces médecins juifs. Mais bon, et alors? Il y a beaucoup de médecins qui sont juifs, ma belle. Tout le monde le sait, ça. Des cancérologues, des neurologues, des cardiologues... Mais ça va, j'ai compris, j'ai compris. Eh bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo, en ce samedi 12 février 2022. 12 février, c'est un samedi. On va parler d'un film qui s'appelle L'homme de la cave, un film français que j'ai vu hier, un film très intéressant. Et c'est l'histoire d'un propriétaire juif qui va céder sa cave, qui va vendre sa cave à un homme, un vieil homme, un ancien professeur d'histoire qui n'aime pas les juifs. Donc voilà, ça c'est un peu pour nouer l'intrigue. Ensuite, bon, on est samedi, donc Shabbat, mes amis juifs, pour Shabbat pour vous. Shabbat, ça veut dire quoi? C'est le 7e jour de la semaine, c'est le jour où on cesse, ça veut dire cesser Shabbat. On cesse de travailler et on se repose, voilà. Donc ça ne sera pas mon cas puisque j'ai travaillé cette nuit, je ne me suis pas encore couché, je n'ai pas encore dormi et je vais me reposer tout à l'heure. Moi aussi, je vais faire un petit Shabbat puisque je vais aller au lit dès que j'aurai terminé cette vidéo. Donc, mais par contre, je vais travailler cette nuit, donc il n'y aura pas vraiment de Shabbat pour moi. Donc pour revenir à L'homme de la cave, un film très intéressant, mais un peu spécial, hein, puisque je vais en parler, de toute façon il est un peu spécial. Cela dit, je vous incite à le voir. Donc c'est un film français, donc de Philippe Leguet, durée 1h54 minutes, avec comme acteurs principaux François Cluzet, Jérémy Renier et Bérénice Bejo. Donc le genre c'est un thriller, la date de sortie 13 octobre 2021. Donc l'histoire, un couple décide de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Un homme se présente, banal, ordinaire, il achète la cave. 2 semaines plus tard, l'homme s'y est installé. Le couple décide d'annuler la vente, mais l'homme refuse de partir. Les choses s'enveniment vite lorsque les convictions négationnistes de l'homme sont découvertes par les habitants de l'immeuble et se répandent insidieusement depuis la cave. Donc c'est un film intéressant, mais malaisant. Malaisant, je vais expliquer pourquoi. Il y a un gros malaise avec ce propriétaire juif qui veut mettre dans la rue un vieil homme, ancien prof d'histoire. Il vit dans sa cave et alors, il y a des pauvres qui dorment dans leur voiture. Donc voilà, donc en fait, je vais développer un petit peu. Donc, comme je l'ai dit, cet ancien professeur d'histoire, d'abord, on ne sait pas que c'est un ancien professeur d'histoire. C'est un homme, les cheveux gris, assez âgé, qui dit au propriétaire qu'il veut acheter sa cave. Bon, le prix normalement est de 10 000 €. Il va le descendre jusqu'à 9 000 €. Il va acheter la cave pour 9 000 €. Et pour l'instant, ça se passe bien. Jusqu'au jour où la concierge donc s'aperçoit que l'homme, il dort dans la cave, il vit dans la cave. Donc en fait, au départ, il avait acheté la cave pour entreposer des affaires. Notamment, il expliquait que sa mère était morte depuis 2 mois. Vous verrez dans le film que c'est faux, que ça fait pas 2 mois, mais beaucoup plus. Ça fait 2 ans en fait qu'elle est morte et non pas 2 mois. Mais voilà, l'histoire n'est pas, le problème n'est pas là en fait, puisque cet homme qui avait expliqué qu'il allait entreposer des affaires dans sa cave n'avait pas dit qu'il était dans la rue. Vous comprendrez en fait qu'il a perdu sa femme dans un accident, donc il vivait d'ailleurs en Belgique et il a perdu sa femme dans un accident de voiture. Et cet homme s'est retrouvé par les hasards de la vie. C'est aussi parce qu'il a perdu son emploi. Hein. Il était professeur d'histoire dans un lycée. Il a perdu son emploi et il se trouve dans la rue. Et avec l'argent qu'il a, qui lui reste, en fait, il décide d'acheter une cave pour y vivre. Donc ce film est malaisant. Pourquoi? Ce film est malaisant parce qu'il pose un problème, un malaise en fait, ce film. Il est intéressant, mais il pose un problème. Ce professeur de géohistoire n'est pas foncièrement méchant. Mais il remue la boue en fait. Il remue la boue, il se présente comme un chercheur. Il va effectivement chercher des histoires, il va trouver des histoires d'ailleurs, il va avoir des problèmes, il va avoir des histoires. Mais pourquoi? Parce qu'il essaie de remettre en cause certains faits établis, notamment concernant la Shoah. C'est une ordure qui dit qu'Auschwitz n'a jamais eu lieu. N'importe quoi. Bien sûr que je sais qu'Auschwitz a eu lieu. Mais sur ce qui s'est passé là-bas, moi je me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi je suis un chercheur. Alors je dis pas que j'ai toutes les réponses. Bon, moi je cherche la vérité. Chercheur mon cul, ouais. Vous cherchez rien du tout. Vous savez que mon père, il a un oncle qui s'est fait gazer à Auschwitz. Non mais il y a des milliers de témoins sur la Shoah. Des milliers de preuves. Enfin, tu sais bien qu'on peut pas se fier aux témoins. Ouais,
T'as jamais assisté à un accident de voiture? Tu t'es jamais demandé pourquoi il y a des témoins qui disent que le feu était vert et d'autres que le feu était rouge? Hein? Alors qu'ils avaient tous vu la même chose. Hein? Donc, les camps de la mort, tout ça, bref. C'est une période assez sombre de l'histoire qui touche notamment, enfin qui touche l'Allemagne, évidemment, l'Allemagne nazie à l'époque, mais qui touche aussi l'Europe et une période qu'on aimerait bien oublier, que les Allemands d'ailleurs aimeraient bien oublier, mais qu'il faut, enfin, certains disent qu'il faut s'en rappeler, bon, bref, même certains juifs voudraient oublier. Donc d'ailleurs le propriétaire juif, le propriétaire de cet appartement et le propriétaire de cette cave voudraient oublier qu'on parle tout le temps de la Shoah, qu'on parle des camps, qu'on parle des, voilà, tout ce problème, ils voudraient même oublier qu'il est juif en fait. Donc c'est malaisant parce que sa femme qui n'est pas juive, qui est catho, lui rappelle qu'en fait il ne faut pas qu'il ait honte d'être juif. Mais c'est malaisant parce que le propriétaire juif va mettre à la porte, va vouloir foutre dehors dans la rue ce vieil homme qui a priori n'a rien fait de mal, qui est serviable même, il est serviable, il rend des services. Donc ce vieil homme, il a des défauts, effectivement. Beaucoup de gens ont des défauts. Donc ce vieil homme, il remue, comme je l'ai dit, il remue la boue, c'est-à-dire qu'il va chercher des détails, il va chercher dans l'histoire des choses, il va comparer, etc., remettre en question des faits qui sont établis, c'est-à-dire par exemple le nombre de morts qu'il y a eu, le nombre de morts juifs, et même si effectivement on peut trouver, il manque des preuves et les témoins ne sont pas fiables. Bon, comme il explique, dans un accident de voiture, en fait, il y a des gens qui disent que le feu était rouge et d'autres que le feu était vert. Donc effectivement, les témoins humains ne sont jamais fiables. Les caméras vidéo sont fiables, mais les témoins humains, les personnes humaines ne sont pas fiables. C'est normal, la nature est humaine, l'erreur est humaine. Ok? Donc effectivement, il cherche en fait des informations sur des faits qui se sont déroulés à une certaine époque et que tout le monde préférait oublier. Les socialistes, notamment, qu'ils soient français ou allemands, préféraient oublier que Hitler était quelqu'un de gauche. C'était pas quelqu'un de l'extrême droite. C'était un socialiste, Hitler, et les socialistes voudraient oublier ce fait, évidemment. Ça, c'est clair. Mais si vous remuez le passé, effectivement, ça va poser des problèmes. Le fait que le socialiste Hitler s'est allié avec les musulmans à l'époque pour essayer pour exterminer les juifs. Donc ça, c'est un fait, ça fait partie de l'histoire, mais les socialistes et les musulmans voudraient oublier, en fait, voudraient qu'on oublie cette phase de l'histoire qui était vraiment Hitler. Donc voilà, donc ça, effectivement, ce professeur d'histoire qui tient à la vérité, il tient à la vérité. Donc personnellement, je pense que la vérité nous libérera, et je suis pour la vérité également. Je suis contre la triche, je suis pour la vérité. Mais parfois, il y a des sujets tabous. Il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter, il y a des sujets dont il vaut mieux ne pas parler. Et ce professeur d'histoire, eh bien, il a remué la boue et il a eu des problèmes. D'ailleurs, il a perdu son emploi. Donc, il était professeur d'histoire dans un lycée, il a perdu son emploi. Et il a menti, effectivement, mais bon, peut-être qu'il n'avait pas le choix. Il a menti pour racheter l'appartement parce qu'il ne voulait pas se retrouver dans la rue. Oui. Elle a là la clé, hein. Je comptais vous la rendre, hein. Vous croyez quoi? Que je suis un profiteur? Et on se fait insulter en plus. Et les clés de la cave? Ah, non, la cave elle est à moi. Je l'ai achetée avec mon argent. Vous avez encaissé le chèque. D'ailleurs, vous étiez bien content à ce moment-là. Oui. Ah, je vais vous le faire, votre chèque. Hein, regardez. Simple, 9 000 €. Non mais vous croyez qu'on peut annuler ce qu'on fait, hein, comme ça? Claquement de doigts, et puis adieu Jacques Fonzi. Mais ça marche pas comme ça, hein? Les choses, elles ont des conséquences. Oui, des conséquences. Donc effectivement, on ne peut pas toujours louer une chambre dans un hôtel parce que ça coûte hyper cher. Donc il faut le comprendre en fait. Il faut essayer de se mettre à sa place. Ce propriétaire, en fait, eh bien, il est malaisant parce qu'il n'a pas de titre de propriété de son appartement. Son appartement, il y habite. Il dit qu'il est à lui. Mais en même temps, il a spolié l'appartement à un autre Français. Donc en fait, c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une confiscation des biens des Juifs. D'ailleurs, Hitler avait fait ça, puisque le socialisme, le marxisme et le socialisme consistent à confisquer les biens, notamment les biens des riches, pour les redistribuer au peuple. Donc Hitler avait confisqué les biens des Juifs à l'époque
pour, aussi bien en Allemagne, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, etc. Donc Hitler, qui était adepte de cette devise-là, c'était on confisque aux riches pour donner aux pauvres. Donc il était aussi bien socialiste que marxiste, mais il a renié le marxisme quand la Russie, l'URSS, lui a déclaré la guerre. Donc au départ, Hitler était ami avec les socialistes français et allemands. Donc Hitler était un socialiste, ami avec, il faisait partie du parti donc, des ouvriers, donc c'était un socialiste ami avec les socialistes français. Et évidemment, quand l'URSS comment dire, s'est fâché avec Hitler, le marxisme, il a oublié le marxisme. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a perdu la guerre, ses anciens amis, les socialistes français, ont préféré oublier Hitler et dire que c'était quelqu'un de l'extrême droite et non pas quelqu'un de socialiste comme eux. Donc en fait, les vainqueurs en fait changent l'histoire. Ça s'est passé aux États-Unis avec les 12 millions de morts des Indiens. D'ailleurs, on en parle dans le film en fait. Donc les Anglais, les colons anglais sont venus aux États-Unis, sont venus en Amérique plutôt, parce qu'il n'y avait pas les États-Unis à l'époque, et ils ont chassé les Indiens. Ils ont exterminé les Indiens. C'est un des plus grands génocides du monde. 12 millions d'Indiens ont été tués quand même. Donc en fait, au départ, aux États-Unis, enfin, excusez-moi, en Amérique, même si ça s'appelle pas vraiment, enfin, c'est Christophe Colomb qui a découvert par hasard l'Amérique, mais bon, il s'est planté en fait. Il voulait découvrir l'Inde. Bon, passons. Donc l'Amérique, avec les Indiens, c'était le peuple natif, c'était des tribus qui se faisaient la guerre. Et les colons anglais et les colons britanniques sont venus, ils ont exterminé les Indiens pour en faire un nouveau pays qui est devenu un pays indépendant qui s'appelle désormais les États-Unis. Voilà. Donc en fait, ce génocide américain, on n'en parle pas trop. On parle des fois de la traite des esclaves. On est sélectif aussi au niveau de la traite des esclaves. On oublie fréquemment que ce sont les Africains qui ont été les premiers à prendre en esclaves les autres Africains. Donc les tribus africains se faisaient la guerre et les ennemis qui n'étaient pas tués étaient condamnés à devenir des esclaves. C'était surtout, on gardait surtout les femmes pour devenir des esclaves pour le sexe en fait. Et quand les arabo-musulmans sont venus en Afrique, ils ont effectivement fait des affaires avec les négriers africains, donc les vendeurs d'esclaves africains. Ils ont racheté donc les esclaves parce qu'ils avaient besoin d'eunuques pour garder les harems et de femmes noires pour leur harem. Donc en fait, les plus grands esclavagistes étaient évidemment les Africains et les arabo-musulmans. Voilà, enfin ça c'était pour la petite histoire, mais comme j'ai dit, dire la vérité n'est pas forcément une bonne chose et on a tendance aujourd'hui à la cacher. Et ce professeur d'histoire, il a remué de la boue et il a perdu son emploi à cause de ça. Et après, il s'est retrouvé dans la rue. Il n'avait pas d'autre choix que d'acheter à un juif la cave et de vivre comme un rat. Mais ça n'a pas plu parce qu'en fait, il a besoin d'utiliser les toilettes, il a besoin de se laver, se doucher. Et voilà, donc utiliser les toilettes de l'immeuble, ça n'a pas été fait pour ça. D'ailleurs, vivre dans une voiture ou dans une cave, c'est contraire à la loi. Et ce qui s'est passé, c'est malaisant aussi, parce qu'en fait, le propriétaire juif, il n'avait pas à pourchasser cet homme qui vit, parce qu'il ne vit plus dans sa cave. La cave n'est plus à lui. Donc, il a vendu une cave. Même le notaire lui a dit qu'il a tous les droits sur sa cave. Donc, cet ancien professeur d'histoire, qui n'aime pas vraiment les juifs, a tous les droits sur sa cave puisqu'elle lui appartient. Qu'est-ce que l'ancien propriétaire de la cave, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut récupérer sa cave? À la limite, c'est pas un problème, c'est pas son problème à lui. Ce problème concerne en fait toute la propriété, la copropriété, c'est-à-dire tous les propriétaires de l'immeuble qui peuvent faire appel au syndic, qui peut demander au syndic un procès contre cet homme qui occupe illégalement une cave, c'est-à-dire qu'il a le droit sur la cave d'entreposer des affaires, mais la cave n'a pas été conçue pour y vivre. Voilà. C'est comme si vous habitez en fait dans une voiture, même si la voiture vous appartient, vous pouvez être en infraction parce que la voiture n'est pas conçue pour y habiter. Si vous avez un garage, par exemple, vous pouvez très bien habiter dans votre garage parce que c'est votre garage, mais au départ, il n'est pas conçu pour ça. Donc là, vous avez acheté un bien, c'est une cave, enfin la personne a acheté un bien, en l'occurrence c'est une cave, mais la cave n'a pas été conçue pour habiter, il n'y a pas ni les sanitaires, etc. Donc à partir du moment où
l'établissement, enfin le bâtiment, l'appartement est vétuste et ne correspond pas à un usage, en fait, il suffit de faire appel, comment dire, au service de l'hygiène, au service de la mairie même, et ils peuvent faire une enquête, ils peuvent se déplacer et fermer l'établissement, fermer l'appartement, là en l'occurrence la cave. Donc en fait, le syndic de l'immeuble aurait pu faire un procès. Il aurait pu faire appel au syndic, enfin le syndic de l'immeuble aurait pu faire appel au service de la voirie, au service de la mairie. Ça n'a pas été fait. Là, on se retrouve avec un ancien propriétaire d'une cave qui n'est plus à lui, qui décide de faire justice lui-même, qui décide à un moment donné de pourchasser cet homme, cette personne âgée, cet ancien professeur d'histoire, même le foutre le feu à la cave. Bon, franchement, c'est quand même dément. Donc, en fait, ce propriétaire juif, cet ancien propriétaire juif de la cave qu'il a vendue, en fait, il est malaisant. C'est-à-dire qu'il est coupable. D'ailleurs, il va faire de la prison. Il devrait faire de la prison, d'ailleurs. Il est coupable, il est criminel même. Et il se comporte mal. Il donne une mauvaise image des Juifs d'ailleurs. Il donne une très mauvaise image des Juifs. Il est malaisant. Et au départ, on pourrait penser que c'est une victime. Mais en fait, il n'est pas du tout victime. Il n'est pas du tout victime. Et à la fin, on se rend compte que, en fait, il n'a pas le titre de propriété de son appartement, pas le titre de propriété de sa cave. Il a pourchassé illégalement une personne âgée. C'est très malaisant. Et comme j'ai dit, cet ancien professeur d'histoire aussi, il pose problème. Il pose problème parce qu'il a un problème avec les Juifs. On n'est pas sûr que la croix gammée sur la porte, ça vient de lui. Enfin, on n'est pas sûr que les mots, les tags qui ont été inscrits sur la porte de l'appartement de ce Juif, ça vient de lui, ça peut venir d'un autre voisin également. Donc, on n'en sait rien. Au final, à la fin du film, on n'est pas plus avancé que ça. Il y a toujours des zones d'ombre et on ne sait pas exactement ce qu'a fait cet homme qui, visiblement, bon, il n'aime pas les Juifs, peut-être qu'il n'aime pas les Arabes non plus. On n'en est pas sûr, mais c'est une possibilité. Mais d'un autre côté, il est serviable. D'un autre côté, il rend des services aux voisins. Donc en fait, qui est cet homme qui est incarné par François Cluzet? Est-ce qu'il est vraiment si méchant que ça? Et qui est ce juif, ce propriétaire juif? Est-ce qu'il est si gentil que ça? Donc on en reste à ces questions, mais c'est un film malaisant, mes amis, malaisant, intéressant, mais malaisant, très bien interprété, très bien joué. Bon, je vous conseille de le voir. Au départ, j'avais vu des critiques qui disaient que c'est un film bizarre, un peu woke et tout ça. Enfin, bref, en fait, c'est un mélange de sentiments, d'émotions, etc. Mais en fait, finalement, même si on ne comprend pas trop où le metteur en scène veut en venir, parce qu'en fait, c'est ni noir ni blanc, en fait. Les personnages principaux, ils sont tous... c'est pas vraiment des gens honnêtes, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est tous des gens malaisants qui posent un problème, qui nous rendent, comment dire, qui nous interpellent en fait, qui nous interpellent parce que on se dit mais c'est quoi ces histoires, c'est quoi ces gens-là, ils se tapent dessus, effectivement, ils sont violents, c'est pas des gens bien en fait, c'est pas des gens bien, donc, ni d'un côté ni de l'autre, que ce soit ce juif propriétaire de l'appartement et ancien propriétaire de la cave, qui réclame de récupérer sa cave. C'est un personnage malaisant et la personne qui a acheté la cave, qui se trouvait dans la rue, même si on peut comprendre pourquoi effectivement elle a acheté un appartement, une cave, je veux dire. Bon, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle avait que 9 000 euros, il avait que 9 000 euros, mais il aurait peut-être pu essayer d'acheter ailleurs plutôt que d'acheter un ancien juif, sachant qu'il a un problème avec les juifs. Le fait qu'il remette en question l'histoire, pourquoi pas? Je veux dire, c'est un chercheur, c'est un professeur d'histoire. Donc lui, il veut pas apprendre des choses par cœur. Il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses par cœur, qui ne remettent pas en cause ce qu'on leur dit. Moi, je pense que comme Bouddha, par exemple, Bouddha, il disait ne croyez pas aveuglément ce que je vous ai dit. Donc avec le bouddhisme, on est complètement différent des religions monothéistes. Les religions monothéistes, c'est quoi? C'est les trois religions les plus importantes actuellement. C'est des religions qui ont été créées il y a quelques centaines d'années, qui sont le christianisme, le judaïsme et l'islam. C'est des religions monothéistes qui sont basées sur un seul Dieu et il faut croire aveuglément tout ce qui a été écrit, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Coran. Donc croire aveuglément tout ce qui a été dit, même si parfois quand vous lisez, vous comprenez qu'il y a des grosses bêtises et des invraisemblances énormes. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en question, comme par exemple... quand vous lisez dans le Coran que la terre est plate. Voilà. Donc, vous pouvez remettre en question, sauf si vous êtes un croyant.
Si vous êtes un croyant, vous n'avez pas le droit de remettre en question ce qui a été écrit à la fois dans la Bible, dans la Torah ou dans le Coran. Voilà. Donc, par contre, dans le bouddhisme, vous avez le droit, puisque c'est Bouddha lui-même qui a dit que vous pouvez remettre en cause les enseignements il est plus intéressant de voir par vous-même, d'apprendre par vous-même et de chercher des réponses en vous-même. Voilà. Donc ça, c'est l'enseignement de Bouddha. Mais bref, passons. Donc, ce film intéressant, très intéressant, donc, mais malaisant, très malaisant, mais je vous conseille quand même de le voir. Je mettrai quelques extraits de vidéos. Et à tous, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé, évidemment. Portez-vous bien. Et je vous dis salut, ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Oula, m'en parle pas. C'est pareil dans mon immeuble. Il y a un Sénégalais qui a débarqué avec toute la smala. Ils font un de ces potins de la musique jusqu'à 2 h du matin, je te dis pas. Et les gamins qui bloquent l'ascenseur, c'est un enfer. Mais si tu veux les virer, Tintin.